8h ici à Paris, passé de quelques secondes. Et 3h du matin, passé de quelques secondes sur l'île de la Barbade. Bonjour Damien. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Et bienvenue à vous, vous êtes dans Paris Direct, les titres de ce mardi. Les pays du G7 appellent à une action urgente face à la progression du variant Omicron du Covid-19. Les ministres de la Santé des 7 nations les plus industrialisées reconnaissent la nécessité de l'accès au vaccin pour tous. Quid des Européens? Peut-il y avoir une réponse commune des 27 à cette pandémie? On posera la question à Pierre Benazet à Bruxelles, alors qu'un premier cas de ce variant aurait été détecté en France sur l'île de la Réunion. Vous en parliez à l'instant Damien, la Barbade est désormais une république. Cette petite île des Caraïbes vient de s'affranchir de la monarchie britannique. Sandra Mason a prêté serment en tant que présidente. L'Union Jack a été retirée, remplacée par un drapeau représentant un trident sur fond bleu et jaune. La Barbade qui reste toutefois membre de l'organisation du Commonwealth. Et puis dans quelques heures, Joséphine Baker fera son entrée au Panthéon. 46 ans après sa mort, l'artiste de music-hall résistante, militante antiraciste, sera donc honorée par l'État français lors d'une cérémonie présidée par Emmanuel Macron, à suivre sur notre antenne. Parmi les 80 personnages illustres présents au Panthéon, Joséphine Baker ne sera que la 6e femme, la première femme noire. Et à 8h15 sera avec nous sur ce plateau pour en parler Laurent Kupferman, il est essayiste. C'est lui qui a relancé au printemps dernier l'idée de faire panthéoniser Joséphine Baker avec une pétition en ligne. Il nous dira ce que l'entrée de cette femme noire, icône de la liberté dans le temple de la République française, veut dire pour l'histoire de ce pays. Quel sera le sens de la cérémonie tout à l'heure présidée par Emmanuel Macron? À quel manque peut-être elle vient répondre, si elle vient réparer quelque chose? Rendez-vous d'ici un quart d'heure. Tout de suite, c'est le journal. Une nouvelle souche de Covid-19 se propage donc à travers le monde depuis quelques jours. Cette progression du variant Omicron présente un risque très élevé au niveau mondial, dit l'OMS. Alors que plusieurs pays s'isolent, l'Organisation mondiale de la santé appelle à ne pas fermer de frontières, mais à faire preuve de solidarité, notamment pour la vaccination dans les pays pauvres. Ces dernières heures, d'ailleurs, les pays du G7 ont reconnu qu'assurer l'accès au vaccin était pertinent. Et l'Union européenne, dans tout cela, en près de 2 ans de pandémie, va-t-elle enfin parler d'une seule voix ? On voit cela ce matin avec Pierre Benazet à Bruxelles. Bonjour Pierre. Pour l'instant, la seule décision commune est de ne pas fermer les frontières entre pays membres de l'Union. Les 27 peuvent-ils faire des annonces pour lutter plus concrètement contre la pandémie? Une politique sanitaire commune est-elle possible? Bien, pour l'instant, ça semble assez mal parti, pour tout vous dire. Il y a eu pour seule annonce celle de Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui affirmait une chose tangible, c'est que le contenu du contrat, le nouveau contrat signé avec BioNTech et Pfizer pour une nouvelle fourniture de vaccins, 1,8 milliard de doses, ce nouveau contrat contenait une clause qui stipule que BioNTech et Pfizer sont capables de fournir en l'espace de 100 jours une adaptation du vaccin pour une nouvelle variante et donc spécifiquement pour Omicron en l'occurrence. C'est la seule chose véritablement tangible que la Commission européenne ait pu annoncer pour l'instant. Et évidemment, la Commission recommande les gestes barrières, recommande la distanciation sociale, toutes les mesures déjà connues. En revanche, on sent très bien qu'il y a un peu de flottement. Cette mesure de fermer les frontières, le freinage d'urgence, fermer les frontières avec les pays extérieurs, en particulier les 7 pays d'Afrique australe, c'est la seule décision tangible qui a été prise depuis la détection du séquençage génomique de Omicron en Afrique du Sud. Les Européens gardent leurs frontières internes ouvertes, mais c'est très en retrait de ce que la Commission européenne essayait de mettre sur la table en ce moment. Elle voulait supprimer les mesures régionales, celles qui tendent à imposer des quarantaines, voire imposer des tests PCR quand on vient de certaines zones rouges à l'intérieur de l'Union européenne, supprimer ces zones rouges, vertes et jaunes, comme c'est le cas actuellement, pour les remplacer uniquement par des critères de voyage avec la situation personnelle de chaque personne, vaccinée ou non. Le président du Conseil européen, Charles Michel, tente depuis hier d'organiser une visioconférence avec les 27 chefs de gouvernement de l'Union européenne. Pour l'instant, il n'a pas encore eu beaucoup de succès. On sent qu'il y a un peu de réticence de la part des chefs d'État de l'Union européenne qui ne voient pas la valeur ajoutée. Il y a donc encore forcément
ce besoin dans les capitales d'assumer les mesures sanitaires de manière souveraine. Et donc l'Union européenne n'est pas encore prête, semble-t-il, à parler véritablement d'une seule et même voix. Pierre Benazet à Bruxelles. Merci beaucoup Pierre. Et à ce propos, un premier cas du variant Omicron a été détecté en France à La Réunion. Oui, c'est en tout cas ce qu'affirme pour l'instant un chercheur interviewé sur l'antenne de la chaîne Réunion La Première. La personne mise en cause serait de retour d'un voyage au Mozambique via l'Afrique du Sud et aurait été placée à l'isolement. Écoutez. Un cas positif avec un historique qui a été bien suivi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut féliciter l'ARS, qui font un tracing important et conséquent qui a permis de répertorier ce voyageur a voyagé en tout cas au moins 2 pays, Mozambique et avec un escale en Afrique du Sud. Donc cette personne a été placée à l'isolement ? Placé en isolement, mais aussi son entourage. Symptômes classiques, vous avez la toux, vous avez des douleurs musculaires, beaucoup de fatigue, effectivement. La Barbade prend donc ses distances avec Londres. L'île des Caraïbes est désormais une république. Il y a quelques heures dans la capitale Bridgetown, l'Union Jack a été décroché sous les yeux du prince Charles, remplacé par le drapeau national, un trident sur fond bleu et jaune. Cette petite île vient ainsi de s'affranchir de la monarchie britannique. Coralie Henel. Aux 12 coups de minuit, la Barbade devient officiellement une république. Près de 400 ans après l'arrivée des premiers navires anglais sur les côtes de l'île, la présidente Sandra Mason, élue en octobre dernier, prend ses fonctions. We are Barbadians. We, the people, must give Republic Barbados its spirit and its substance. We must shape its future. Le drapeau présidentiel remplace l'étendard de la reine sous le regard de l'héritier du trône britannique. Invité à la cérémonie, le prince Charles tenait à souligner l'amitié entre la Barbade et le Royaume-Uni. From the darkest days of our past and the appalling atrocity of slavery, which forever stains our history, the people of this island forged their path with extraordinary fortitude. Mais sur place, la présence d'un membre de la famille royale fait débat, car la couronne britannique laisse derrière elle un héritage douloureux. Pendant plus d'un siècle, la Barbade a été au cœur de la traite des Noirs et du commerce triangulaire. La Grande-Bretagne a envoyé des centaines de milliers d'Africains sur l'île pour travailler dans des champs de canne à sucre. Aujourd'hui, la toute nouvelle République espère prendre ses distances avec son passé colonial. Mais les défis sont de taille, l'inflation pèse sur le quotidien des habitants et l'économie du territoire, très dépendante du tourisme, est fortement fragilisée par la pandémie. Bref, Ghislaine Maxwell a-t-elle recruté des victimes pour son compagnon Jeffrey Epstein, accusé de multiples agressions sexuelles et viols sur mineurs? Depuis le suicide du milliardaire en prison, elle est l'un des rares témoins dans cette affaire aux États-Unis. Au premier jour de son procès, elle a été présentée par l'accusation comme une femme dangereuse, complice d'un prédateur. Ce sera l'événement du jour ici en France, que vous pourrez suivre d'ailleurs en direct sur France 24, l'entrée au Panthéon d'une icône de la liberté. Et la France rend hommage et donc sa reconnaissance à Joséphine Baker ce mardi. L'artiste engagée fait son entrée au Panthéon pour y rejoindre de grands personnages de l'histoire de France. Zola, Voltaire, Rousseau, Malraux, Jean Jaurès, Victor Schœlcher ou encore Simone Veil. Figure de la lutte contre le racisme, résistante durant la Seconde Guerre mondiale, la danseuse américaine a porté haut les couleurs de la France, portée d'une femme flamboyante, engagée, généreuse, avec Soigny Thiebaud. J'ai 2 amours. Joséphine Baker avait 2 amours, mais surtout une vie époustouflante. C'est ce que raconte sur scène Joséphine B., le parcours de la gamine du Missouri née dans la misère, qui deviendra une vedette mondiale, une femme libre et courageuse. Joséphine Baker, c'est la liberté incarnée, c'est la provocation, la beauté, la drôlerie. Mais c'est aussi l'engagement. Juin 40, la Joséphine du music-hall a conquis la France. Mais elle veut aussi aider à la libérer. Elle entre en résistance. Elle a été une grande résistante française. Elle-même, je passais, j'allais dire, les microfilms dans mes partitions, dans mon soutien-gorge. Ma chambre était ouverte à tous les renseignements. Je faisais de la résistance
parce que j'avais qu'une seule chose en tête, c'est-à-dire d'aider la France. Elle en sera récompensée et médaillée. Et ces médailles, elle les remportera jusqu'à Washington pour suivre Martin Luther King dans sa lutte pour le droit des Noirs. Cette lutte contre le racisme, c'est du côté de la Dordogne qu'elle la poursuivra, avec tendresse. Une famille d'enfants adoptés, des orphelins, venus des 4 coins du monde. Et à côté de Jean-Claude, qui est... Brahim. Oui. Il vient d'où? D'Algérie. 50 ans plus tard, Brahim se souvient de cette éducation particulière. Là, elle me donne le biberon. Il est le 7e de la fratrie des 12 enfants de Joséphine Baker, qu'elle appelait sa tribu arc-en-ciel. C'est une famille multiethnique et multiculturelle, mais qui va être élevée en même temps ensemble pour montrer au monde entier que quand on élève des petits-enfants ensemble, un idéal de fraternité universelle est possible et non pas utopique. C'est cette utopie et cet esprit de résistance que Joséphine Baker emporte avec elle au Panthéon. Allez, quelques images d'un autre hommage, cette fois dans le monde du sport. Lionel Messi est toujours le meilleur joueur du monde. Ce lundi à Paris, l'attaquant argentin a reçu son 7e ballon d'or, enfin le 7e de sa carrière, le premier sous le maillot du PSG. À noter que chez les dames, c'est l'Espagnole Alexia Putellas qui l'emporte, capitaine du FC Barcelone et championne avec son équipe la saison passée. Et c'était son premier ballon d'or à elle, pour le coup, et peut-être pas le dernier. 8h12 ici à Paris, 7h12 en temps universel. Le rappel des titres avec vous, Damien. Les pays du G7 appellent à une action urgente face à la progression du variant Omicron du Covid-19. Les ministres de la Santé des 7 nations les plus industrialisées reconnaissent la nécessité de l'accès au vaccin pour tous. C'est ce que demande aussi l'OMS face à un risque jugé très élevé. L'Organisation mondiale de la santé juge qu'il n'est pas nécessaire, en revanche, de fermer des frontières. La Barbade est désormais une république. Cette petite île des Caraïbes vient de s'affranchir de la monarchie britannique. Sandra Mason vient de prêter serment en tant que présidente de la Barbade. Le drapeau l'Union Jack a été remplacé par un trident sur fond bleu et jaune. La Barbade qui reste toutefois membre de l'organisation du Commonwealth. Et puis dans quelques heures donc, Joséphine Baker fera son entrée au Panthéon 46 ans après sa mort. L'artiste de music hall résistante, militante antiraciste, sera honorée par l'État français lors d'une cérémonie présidée par Emmanuel Macron. Parmi les 80 personnages illustres présents au Panthéon, Joséphine Baker ne sera que la 6e femme, la première femme noire.